En manchette ce soir, un accès difficile à l'avortement pour les femmes de la région. Le nouveau plan gouvernemental perçu comme un pas vers l'avant. Il y a une clinique à Val-d'Or, une clinique à Rouen. Étant donné la grandeur de notre région, ça peut être très difficile. Est-ce que Ville-Marie retrouvera une nouvelle piscine? L'Abitibi-Témiscamingue trône au deuxième rang avec le plus d'autobus scolaires électriques dans la province. Bon début de soirée. Kémilia Laliberté qui vous accompagne pour ce bulletin de nouvelles. On commence avec la ministre de la Condition féminine qui a dévoilé hier son plan pour élargir l'accès à l'avortement dans la province, principalement dans les régions. Des organismes de chez nous saluent la volonté du gouvernement, mais rappellent que le travail est colossal, comme nous le rapporte Cita Anne-Julie Labrec. Lundi, la ministre Biron s'est prononcée entre autres sur l'accès aux services en région et à l'information fiable et véridique pour permettre aux femmes de choisir. Des organismes œuvrant auprès des femmes ont des doutes sur la portée du plan gouvernemental. C'est un bon début. Ça va prendre beaucoup de choses encore pour vraiment aider toutes les femmes. Le bémol que je vois, c'est le montant qui est accordé à cette mesure-là, 7,2 millions pour tout le Québec. Dans le but de faire des campagnes de communication, de rendre plus accessible par des points de service supplémentaires. Je trouve que c'est pas beaucoup de sous. La grandeur du territoire complique l'accès aux services pour l'avortement, reconnaît la chargée de projet du regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, Chantal Lalonde. Il y a une clinique à Val-d'Or, une clinique à Rouen. Étant donné la grandeur de notre région, ça peut être très difficile si tu as 2-3 heures à faire, si tu n'as pas de voiture, si tu ne veux pas que ta famille le sache, peu importe la raison, c'est extrêmement compliqué. Au-delà des services offerts, l'information disponible en lien avec l'avortement est parfois difficile à trouver, selon le regroupement. Mais une formation pour l'accompagnement à l'interruption de grossesse donnée par les passeuses contribue à changer la donne. Dans le contexte d'un avortement, étant donné qu'on sait la mécanique du processus, on est en mesure d'expliquer clairement comment ça va se passer selon les étapes et selon le nombre de semaines où elle est rendue. Donc, nous, notre objectif, c'est que la femme prenne la meilleure décision en fonction de comment elle se sent et de sa situation personnelle. Donc, c'est de l'information technique qu'on offre et non pas du jugement de valeur. Le CISAT et la ministre de la Condition féminine n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour nous donner plus de détails sur le plan d'accès et les possibles actions dans la région. Cite à Anne-Julie Labrec, à RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Croyez-vous qu'il y a suffisamment de services de santé pour accompagner les femmes de notre territoire? » Vous avez répondu non à 56 %. Et on poursuit au Témiscamingue. Ça fait un petit peu plus de 5 ans que Ville-Marie a perdu son complexe aquatique, le complexe des eaux profondes qui tente de reconstruire une piscine, tenait son assemblée générale annuelle hier soir. Et Alexandre, est-ce que le projet est toujours sur les rails? Eh bien, Kémilia, le projet d'une piscine à Ville-Marie n'est pas mort et loin de là. Bien entendu, hier soir, on est revenu sur la vive déception de l'été dernier, soit celle de ne pas avoir obtenu la subvention gouvernementale espérée. Le comité pensait vraiment l'obtenir, la subvention du fameux programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du gouvernement provincial. Maintenant, il faut attendre les prochains appels de projets qui seraient, on ne le sait pas encore, là, quelque part en 2025. D'ici là, le comité se lance dans un plan de communication afin de bien faire comprendre à la population du Témiscamingue l'utilité d'avoir une piscine à Ville-Marie, un projet structurant pour la rétention et pour l'attraction de la population, mais également tout simplement pour apprendre aux enfants à nager, selon la présidente du complexe des eaux profondes, Nathalie Cardinal. On peut l'écouter.
C'est quelque chose qu'on va avoir pour les 50 prochaines années, là, même plus. Donc, on ne veut pas avoir quelque chose que dans 10 ans, on va dire on aurait donc dû aller vers quelque chose de plus gros. Puis c'est pas tant plus gros, là, ce qu'on demande, dans le fond. C'est vraiment... Mais c'est quelque chose qui va bien répondre aux besoins de la population du Témiscamingue. Et bon, c'est l'ensemble du territoire là, qui est appelé à se rallier autour du projet. Oui, exact, car ce n'est pour le moment pas toutes les municipalités du Témiscamingue qui sont prêtes à investir dans un projet de quand même près de 30 millions de dollars. Des réticences se font ressentir, notamment au nord du territoire, des municipalités telles que Notre-Dame-du-Nord, qui auraient pour habitude d'aller en Ontario, à New Liskeard, pour aller à la piscine. C'est donc là le travail qui attend le comité. D'ailleurs, des élections se sont tenues hier soir au conseil d'administration du 109 pour donner un second souffle à la cause, selon Marc Girard, le maire de la municipalité de Laniel. Parce qu'on n'est pas au statu quo, on avance. On sait très bien qu'on ne parle pas d'un petit projet de 4-5 millions, on parle de projet d'une vingtaine de millions. On sait très bien de la conjoncture depuis la pandémie et tout ça, que tout coûte plus cher, tout est plus dur. Donc, il faut convaincre les gens. Je ne pense pas que l'intention est toujours mauvaise en arrière. C'est sûr que chaque municipalité, il va avec son budget. Mais je ne pense pas qu'au Témiscamingue, on va faire un projet que personne ne va être capable de payer. Ça, on oublie ça tout de suite, c'est clair. Mais nous, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est que les gens sentent que ce projet-là de complexe sportif, complexe aquatique au Témiscamingue, va faire en sorte que ça va amener des gens, ça va amener une économie, puis le bien-être des gens. Parce qu'on parle de 0-100 ans, là, on parle pas d'une clientèle large. Là. La prochaine étape du comité, donc, c'est de continuer à mettre de la pression sur les élus gouvernementaux, mais surtout de générer une mobilisation de l'ensemble du territoire. Super, merci Alexandre. Au plaisir. On poursuit avec une étude de Statistique Québec qui dévoile que l'Abitibi-Témiscamingue est la deuxième région du Québec avec le plus d'autobus scolaires électriques. Alexis Dumont nous explique pourquoi la région fait bonne figure. Près de 19 % des autobus scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue ont bifurqué vers l'électricité, ce qui classe la région au deuxième rang au Québec, tout juste derrière la région du Grand Montréal. C'est parce qu'on sait que ça fait partie de la voie d'avenir pour notre industrie. Je pense qu'au Québec, on a quand même une orientation générale vers l'électrification des transports et en matière de transport de véhicules lourds, l'autobus scolaire est l'application parfaite. Mais comment expliquer que certaines régions comme la nôtre sont en avance par rapport aux autres? Je pense que le facteur le plus important à retenir dans ça, c'est l'âge de la flotte des transporteurs dans certaines régions par rapport à d'autres. On sait que pour transporter des élèves, l'autobus scolaire ne doit pas être âgé de plus de 12 ans. Donc, est-ce que les transporteurs ont remplacé avant l'obligation d'octobre 2021? Certains ont remplacé plus rapidement les autobus thermiques. On peut prendre en compte qu'il y a un transporteur en région qui a décidé d'électrifier sa flotte en entier d'un seul coup initialement, ce qui influence probablement les statistiques. Sinon, il y a à la fois une coïncidence entre les années de renouvellement des flottes de véhicules et je dirais aussi l'ouverture sans doute des entrepreneurs de la région à se lancer dans l'aventure de l'électrique. Autobus Maheu avait déjà confirmé au début de l'année qu'une douzaine d'autobus scolaires électriques allaient s'ajouter à la flotte qui en compte actuellement 27. L'achat d'un autobus électrique représente des coûts supplémentaires pour les entreprises. On parle de minimum 330 000, 335 000, il y a d'autres modèles qui sont au-delà de 400 000. Il y a, oui, une subvention de 150 000 par autobus, mais il y a quand même un écart à supporter entre un autobus thermique et le prix net, je dirais, de l'autobus scolaire électrique. Même si la région fait bonne figure, tout n'est pas parfait. Il y a un des volets de financement du programme du ministère de l'Éducation qui a été complètement abrogé en juin dernier. Donc là, présentement, c'est certain qu'on pourrait penser que ça aura tendance à freiner un peu l'élan d'électrification qu'on a présentement. Rappelons que le gouvernement du Québec a pour objectif d'électrifier 65 % des autobus scolaires du territoire d'ici 2030. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Un manque d'avocats frappe présentement plusieurs régions du Québec, dont la nôtre, selon le Barreau du Québec. L'institution lance donc une campagne pour valoriser l'exercice du droit en région. Les explications de Félix Blaquière. Au moment où on se parle, il y a une grande concentration de nos membres dans les régions plus métropolitaines et certaines régions où est-ce qu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes, mais dans certaines régions, il n'y a pas suffisamment d'avocats pour répondre à ces demandes-là. C'est le cas de l'Abitibi-Témiscamingue. Et si la bâtonnière du Québec, Catherine Claveau, n'est pas en mesure de chiffrer précisément le manque d'avocats dans la région, elle affirme que certains domaines de droit sont davantage touchés.
droit criminel, droit familial, droit civil. Et en plus, en Abitibi, vous avez une région au nord qu'on doit desservir également. Ça fait partie évidemment du Québec, là. Afin de répondre à l'enjeu, le Barreau du Québec lance la campagne Sortir des sentiers battus, les avantages de la pratique en région, où notamment des témoignages de gens exerçant le droit en région sont mis à l'honneur. C'est vraiment un peu changer les idées préconçues qu'il y a un risque d'avoir une pratique moins intéressante en région, puis d'avoir une moins belle qualité de vie. Arrivée à Val-d'Or en mai dernier, Emma Vaillant, originaire de Montréal, est venue compléter un stage de 6 mois en droit de la jeunesse et en droit criminel. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en région là, pour la pratique du droit, puis c'est des opportunités qui gagnent à être connues davantage, là. L'expérience dans la région est riche, conclut Mme Vaillant. J'entends que dans les milieux urbains, souvent, il y a plus de confrontation entre les différentes parties, alors qu'ici, bien, les parties adverses, on les connaît bien, puis c'est nos collègues, puis on est en mesure de discuter. Puis ça, je suis sûre que c'est quelque chose qui peut être bénéfique dans plusieurs régions, puis dans les milieux urbains aussi. Là, ça va être pertinent de rapporter ça dans les milieux urbains après, là. La campagne est un point de départ, selon le Barreau du Québec. La situation ne changera pas en quelques semaines, estime l'organisme, mais il se dit prêt à multiplier les efforts en ce sens dans la prochaine année. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et en politique maintenant, du côté de Rouyn-Noranda, la conseillère municipale du district d'Évin, Samuelle Ramsey-Hall, démissionne. Elle occupait ses fonctions d'élu depuis maintenant 7 ans. La mairesse Diane Dallaire souligne son implication dans les dossiers de la qualité de l'air, de l'environnement, du logement, mais aussi de l'itinérance. La ville de Rouyn-Noranda mentionne qu'elle n'est pas tenue de déclencher des élections partielles dans le district, puisque des élections municipales vont avoir lieu dans moins d'1 an. L'ex-mairesse suppléante prend le relais de la présidence de l'organisation du Centième, où elle va tenter de réunir dans la fierté une population qu'elle qualifie de divisée. On peut l'écouter. Beau concours de circonstances qui fait que là, ce poste-là est disponible puis que j'ai envie de me lancer là-dedans. J'ai envie de donner de l'amour à ma ville en la célébrant. Je retourne à mes anciennes amours aussi d'événementiel, de culturel, de rassemblement. Puis pour retourner dans quelque chose de plus, je vais dire léger, c'est pas léger comme tâche, mais de plus festif, de plus rassembleur qu'être élu municipal. Ça a son lot de défis, de contraintes, de parution médiatique, de critiques, ça a un certain poids, tout ça. C'est pas nécessairement ça qui me mène vers ma décision parce que j'ai encore l'énergie puis la flamme du municipal, mais ça fait partie de l'équation quand même. Ça sera pas un adieu, j'imagine, au monde municipal, certainement pas, parce que j'adore ce que je fais ou ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Les dossiers que j'ai portés, les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, j'étais vraiment... J'étais sur mon X tout le temps que j'ai été là, mais là, je suis prête à passer à d'autres choses. Puis c'est pas nécessairement un adieu, c'est peut-être plus un au revoir, mais à voir, les prochaines années nous le diront. Après la polémique des toilettes mixtes à l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda en 2023, une pétition circule actuellement contre des toilettes mixtes et l'instauration de caméras de surveillance dans les blocs sanitaires du pavillon Calypso à l'école secondaire d'Amos. Les initiateurs de la plainte avancent que plusieurs élèves se sentent mal à l'aise de croiser un camarade du sexe opposé dans la même salle de bain, mais aussi de se faire filmer à l'entrée et à la sortie du bloc sanitaire. Dans un communiqué, le Centre de services scolaires Arikana soutient de son côté que les blocs sanitaires sont composés de toilettes individuelles fermées et que les caméras sont nécessaires pour assurer la sécurité des lieux. Jusqu'à présent, un peu plus de 500 personnes ont signé la pétition. Et on poursuit en parlant de la Semaine des professionnels de l'éducation qui a commencé hier. Mettons de la lumière dans votre univers scolaire. C'est le mot d'ordre pour cette édition. Pour la conseillère pédagogique au CSS de Rouyn-Noranda, Marie-Pierre Béchard, leur travail est plus qu'essentiel pour mettre sur pied des nouveaux projets. Est-ce que dans l'ère du temps où on se parle, c'est encore possible de concrètement réaliser des projets avec les élèves, pour eux, avec eux? On n'a pas toujours le temps, quand on est enseignant, de se former d'un peu partout, d'être au nouveau fait de tout ce qui se passe et tout. Puis moi, mon rôle, la raison pour laquelle j'ai passé d'enseignante à professionnelle, c'est que je me suis dit, je vais pouvoir créer des projets d'envergure, mais je vais avoir le temps de les coller sur de la matière, puis après ça, de les donner un peu clé en main aux enseignants, puis de dire, OK, regardez, vous pouvez faire des beaux projets, aller chercher de la motivation, travailler avec le numérique, mais pas dans un but de faire une activité récompense ou pas dans un but que, tu sais, on ne s'en serve pas après, dans un but vraiment que vos élèves vont apprendre. Puis c'est là où, oui, c'est possible de faire des projets d'envergure, puis c'est
possible d'apprendre par projet, mais il faut vraiment qu'on le colle, puis il faut vraiment qu'il y ait de l'apprentissage qui se fasse pour de vrai, pas juste un bonbon ou pour aller chercher la motivation des élèves, dans le fond. En ce sens-là, ça prendrait plus de personnes comme vous, en fait, là, pour aider justement les enseignants, enseignantes à faire développer les étudiants. Mais c'est sûr que moi, je suis un peu, là, je le dis comme ça, là, mais je suis un peu crinquée, dans le sens où c'est une façon à moi d'apprendre qui me parle. Toute l'idée du laboratoire créatif, là, de donner la chance à l'élève de faire des essais-erreurs, de faire face à l'échec, dans le fond, pour apprendre, puis de vouloir se reprendre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident dans le système dans lequel on est, puis c'est pas toujours évident avec les évaluations, les rendus et tout ça comme enseignant de faire ce flip-là, surtout encore une fois, qu'on vit tellement à tous les jours en présence avec nos élèves, les évaluations, la correction, tout ça, qu'on n'a pas le temps, enseignant, d'organiser ça toujours. Fait que c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est pour ça que moi, je suis devenue une professionnelle, parce que je me suis dit, je veux prendre le temps de faire ça pour les enseignants, puis de les aider, puis par la bande, mais ça va aider pas juste les élèves que j'avais dans ma classe, mais 25 petits minous, ça va pouvoir aider le plus grand nombre d'élèves possible dans mon centre de service. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Ville d'Amos remercie des citoyens ce soir lors de la soirée reconnaissance des bénévoles 2024. On vous en parle tout de suite après la pause dans la chronique culturelle. Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Le 9 novembre dernier, la ville de Lebel-sur-Quévillon a organisé la 7e édition de son gala reconnaissance, réunissant plus de 200 personnes. L'événement a mis en valeur les actions bénévoles réalisées au cours des 2 dernières années, soulignant l'importance du bénévolat dans la communauté. La soirée a permis de rendre hommage aux contributions de chacun, valorisant ainsi les efforts collectifs. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. À Val-d'Or, la campagne de Boule de Noël, chapeautée par les fonds d'aide Lucien Clich, est de retour pour une 25e année. L'initiative vise à encourager la scolarité chez des jeunes en situation de précarité financière à l'UQAT et au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour encourager la campagne, il est possible de se procurer un billet au coût de 5 $, notamment un kiosque installé au Carrefour du Nord-Ouest, ainsi qu'à la caisse chez IGA Extra. Et le 20 décembre prochain, différents prix seront ensuite tirés parmi les participants. Justine, la Ville d'Amos félicite ses bénévoles ce soir. Qu'est-ce qu'on ferait sans les fameux bénévoles qui participent à chaque événement? Eh bien, on ferait pas grand-chose parce qu'ils sont vraiment indispensables. C'est pour ça que la Ville d'Amos a décidé de les honorer ce soir lors de la soirée reconnaissance des bénévoles 2024. La Ville d'Amos veut reconnaître la contribution des bénévoles qui est essentielle au dynamisme et à la bonne tenue d'une multitude d'événements et d'activités sur le territoire. Donc, depuis 17h au Théâtre des Esquerres, les bénévoles amosois sont récompensés pour leur contribution. Voici ce qui les attend ce soir. Bien, plusieurs belles choses parce que c'est la 14e édition de notre soirée annuelle des bénévoles. Et on aura 380 personnes qui ont confirmé leur présence ce soir. Donc, c'est très, très intéressant. C'est une activité qui se veut de récompense, de reconnaissance pour les efforts que les gens font au niveau du bénévolat dans toutes les organisations de la ville d'Amos, autant au niveau sportif, culturel, communautaire que du monde des affaires. Donc, c'est très large comme éventail de clientèle. Plusieurs prix sont remis aux bénévoles, comme des certificats cadeaux, des certificats repas aussi dans des restaurants et même 2 crédits voyage de 500 $. Alors, des fois, ça peut être payant de faire du bénévolat, mais ce qui est payant, c'est surtout la reconnaissance et le merci qu'on va dire aux gens ce soir pendant la soirée, parce que faire du bénévolat, c'est vraiment important dans la société et dans la communauté d'Amos. La force du bénévolat au Québec est vraiment quelque chose de fort, fort important, très, très impressionnant. On ne pourrait pas, comme ville ou comme milieu ou comme communauté, offrir autant d'activités si les gens, les bénévoles n'étaient pas impliqués autant
à ce niveau-là, au niveau du service aux citoyens. Sans ces gens-là, rien ne serait possible au niveau des organisations dites communautaires ou sportives. Non, on a juste à penser, à titre d'exemple, au hockey mineur, le nombre d'entraîneurs, le nombre de gens qui encadrent les enfants qui pratiquent le sport. Donc, c'est vraiment important de souligner les efforts que ces gens-là font pour apporter de la vie à notre ville. Ben, en fait, je pourrais leur dire plein de belles choses. Mais ce que je peux simplement leur dire, c'est merci. C'est le meilleur mot qu'on ne peut pas trouver pour leur dire qu'on les reconnaît et qu'on les aime. Et on leur dit de poursuivre leur travail qui est si important dans une communauté comme la nôtre. Fans de cinéma, notez à votre agenda les dates suivantes parce que c'est officiel. La 44e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue aura lieu du 25 au 30 octobre 2025, précédé de l'espace court les 23 et 24 octobre 2025. Le Festival du cinéma, c'est un rendez-vous pour les cinéphiles, alors vous ne voulez pas manquer la 44e édition de l'année prochaine. Les Huskies de Rouyn-Noranda se démarquent puisqu'ils font partie du top 10 des équipes de la Ligue canadienne de hockey. Restez des nôtres, on en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Pour la première fois cette saison, les Huskies de Rouyn-Noranda font partie du top 10 des puissances de la Ligue canadienne de hockey. Ils se retrouvent actuellement au 9e rang de ce traditionnel état de force au Canada, tout juste derrière les Saguenayens de Chicoutimi. C'est grâce à un début de saison surprenant où les Huskies de Rouyn-Noranda auront défié tous les pronostics. La Meurthe pointe en ce moment au 3e rang du classement général de la LHJMQ à un seul point de la tête. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, c'est assez curieux, mais on continue avec des températures au-dessus des normales de saison pour le mois de novembre. Effectivement, Kémélia, le mercure ne descendra pas beaucoup en dessous du zéro dans les prochains jours. Mais avant, pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera nuageux avec un minimum de -1. On aura un refroidissement éolien aux alentours de -5 au courant de la nuit. Et pour le Témiscamingue, on aura un minimum de 2 degrés. Demain, en Abitibi, ce sera nuageux avec un maximum de 5 degrés et un refroidissement éolien de -5 le matin. Et pour le Témiscamingue, ce sera nuageux aussi avec un petit 30 % de probabilité d'averse tard en après-midi et un maximum de 6 degrés. Et un aperçu pour jeudi, partout en région, on aura de la pluie intermittente avec un maximum de 6. C'est sûr qu'on aurait préféré avoir des flocons, mais on va endurer la pluie en attendant que Dame Nature se décide à nous amener l'hiver pour de vrai. Oui, merci Justine. Donc voilà, ça complète pour nous ce soir. On sera de retour demain pour le TV à midi. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée.